Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir en compagnie de Sylvain Bélanger. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à tous et bonsoir à toi aussi. J'espère que tu vas bien et que vous allez tous bien. Voilà. Alors, prenez place, installez-vous confortablement pour cette soirée avec Sylvain Bélanger, que je vais présenter bien sûr. Sylvain qui va nous présenter sa conférence sur la médiumnité, une voie spirituelle intégrée dans le plan matériel. Sylvain, tu es thérapeute intuitif, conférencier, auteur et enseignant. Et Sylvain a suivi donc plusieurs formations traditionnelles auprès de chamans et de guérisseurs en Europe, mais aussi en Amérique. Tu es donc thérapeute depuis plus de 25 ans et Sylvain donc accompagne avec succès des personnes en combinant la pleine conscience intuitive aux techniques énergétiques et la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Donc Sylvain, ta capacité intuitive te permet d'évaluer la santé énergétique de la personne, la santé également psychique et transpersonnelle d'un individu, en observant en fait son champ énergétique, son aura. Tu as ainsi pu développer une série de techniques de soins afin d'équilibrer l'énergie vitale et la dimension psychique d'un individu. Alors, le titre de ta conférence, que je répète ce soir, la médiumnité, une voie spirituelle intégrée dans le plan matériel. Au cours de cette conférence, Sylvain va vous proposer de vous expliquer comment chacun de nous pouvons développer notre médiumnité. Il sera question des techniques de préparation pour développer une pratique sûre. Et puis, il sera également question de déprogrammation de la mémoire cellulaire grâce au guide. Et Sylvain, ensuite, tu nous définiras ce qu'est un guide selon toi. Et puis, tu évoqueras tes propres expériences en collaboration avec les guides pour libérer les personnes décédées et les entités par le passage d'âme. Donc, le contenu de ta transmission de ce soir ayant pour but de souligner comment la médiumnité peut être une réelle voie spirituelle intégrée dans le plan matériel. Voilà. Si tu veux compléter cette présentation pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, et puis entamer ce riche contenu de conférence. Ben oui, je suis presque étourdi à entendre tout ce que je vais devoir vous parler aujourd'hui, ce soir, mais on va y aller doucement. Alors, ben oui, donc, tu m'as bien présenté, je te remercie. Ce que je pourrais dire finalement, pour commencer, c'est que moi, j'ai été formé avec un guérisseur au départ qui m'a enseigné finalement qu'est-ce que c'était que la clairvoyance, la clairaudence, la clairsentience. Puis je pense que c'est important de le mentionner, c'est que souvent, quand on parle de médiumnité, on fait référence à une source extérieure de soi, c'est-à-dire à un guide, par exemple, qui va être présent. Alors que quand on est clairvoyant, clairaudient, clairsentient, on va prendre le temps simplement d'observer le champ énergétique d'une personne. Et on va le voir, on va l'entendre, on va le ressentir. Et je pense que c'est important de comprendre que quand on est clairvoyant, clairaudient, clairsentient, qu'est-ce qu'on va capter du champ énergétique d'une personne? Ben, quelque part, ce sont des informations qui sont animées d'une certaine sagesse, d'une certaine intelligence. Ce que je veux faire comprendre, c'est que, par exemple, si je regarde le foie d'une personne, ben, le foie va me parler comme il était une entité distincte de la personne. Donc, le foie a des besoins que l'individu n'a peut-être pas entendus, par exemple. Si je regarde au niveau mémoriel, je peux regarder, par exemple, une mémoire de l'enfance de cette personne-là et constater que cette mémoire-là me parle comme si elle était distincte de la personne avec qui je fais la lecture. Je pourrais également me mettre en relation avec une mémoire d'un ancêtre de cette personne-là. Et cet ancêtre-là se présenterait à moi avec une information et qui serait donc distincte par rapport à la personne aussi. Je pourrais également travailler avec des mémoires d'autres vies et ces mémoires d'autres vies-là aussi ont la capacité de me transmettre de l'information et qui leur seraient propres. Alors, tout ça, finalement, nous amène à comprendre qu'à quelque part, que quand on est clairvoyant, clairaudient, clairsentient, on travaille donc avec une forme de sagesse intelligente qui anime les cellules du corps, de notre corps, celui d'un partenaire, et que cette intelligence-là, effectivement, elle est porteuse d'une identité. OK? Alors, quand je travaille avec l'enfant, moi je travaille sur moi avec mon enfant intérieur qui a été blessé à l'âge de 5 ans, mais cet enfant-là, de l'âge de 5 ans, ben, se présente à moi avec son identité, avec sa conscience du moment, etc. Donc, c'est important de mentionner que quand on parle donc de clairvoyance, clairaudence, clairsentience, on parle donc de travailler avec des énergies mémorielles. Et ces énergies mémorielles, comme elles sont animées par une conscience, ben effectivement, tout le travail la première étape pour moi, en tous les cas, pour comprendre bien ce que c'est que la médiumnité, c'est de comprendre déjà
on est en interrelation donc avec un monde de conscience et qu'effectivement, ce qu'on appelle des guides sont pour moi, en fin de compte, des énergies supérieures au niveau de la conscience intelligente, pourrait-on dire, par rapport aux mémoires que j'ai nommées. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux émettre un certain champ énergétique de mon corps physique, une certaine lumière qui se dégage de moi, qui va indiquer mon potentiel santé. Je ne fais que regarder le champ énergétique d'une personne qui est devant moi. Je vais voir qu'elle a un corps physique et je vais voir comme une forme de lumière qui va émaner de son corps. Cette émanation-là provient donc de son activité cellulaire et m'indique effectivement son potentiel santé. Donc ça, c'est une première information qui va me donner l'opportunité donc de lire son potentiel santé puis de chercher à le favoriser puis à l'équilibrer par des actions énergétiques, etc. Si j'aborde donc l'idée donc de travailler sur la mémoire, c'est-à-dire que dans ce champ énergétique-là, il y a donc des informations mémorielles qui peuvent être associées à mon histoire personnelle, à mon histoire familiale ou à des mémoires d'autres vies. Et ici, on pense au guide maintenant. Ben, on doit envisager que le guide, si on part avec cette idée-là, c'est que ce serait donc un état de conscience supérieur qui ne serait donc pas coloré par la conscience humaine et qui serait capable donc d'interagir avec tous ces états de conscience dont je viens de vous parler, toutes ces mémoires-là dont je viens de vous parler, et qui serait en mesure donc de faire un travail d'épuration, de nettoyage, permettant à la personne avec qui je fais un travail, par exemple, de pouvoir se dégager, se libérer de ces mémoires finalement qui sont présentes chez cette personne-là. Alors, encore une fois, avec la clairvoyance, la clairaudence, la clairsentience, dans ma démarche, moi, que j'ai appelée la pleine conscience intuitive, ben, je propose justement donc de faire des lectures intuitives, de déprogrammer la mémoire cellulaire et de faire des soins énergétiques en étant Sylvain Bélanger, c'est-à-dire en étant clairvoyant, clairaudient, clairsentient. Maintenant, quand on parle, et évidemment, ça m'arrive aussi donc de faire venir un guide qui, lui, va donc intervenir sur cet ensemble d'informations que j'ai nommées, que ce soit la dimension énergétique, la dimension psycho-émotionnelle ou spirituelle d'un individu, pour vraiment faire ce travail d'épuration que j'ai nommé. Alors, je pense que c'est important que je précise ça pour bien faire comprendre que, pour moi, être un bon médium, c'est quelqu'un qui possède aussi le talent de clairvoyance, clairaudence, clairsentience, parce que ça lui permet justement de pouvoir être actif dans l'idée de collaborer avec un guide. C'est-à-dire que le guide, finalement, c'est quelqu'un qu'on va, par le pouvoir d'intention, on va partir du principe que ce guide-là va se manifester à nous. On va être, si on est un voyant, on a développé le sens de la clairvoyance, on va voir ce guide-là apparaître. Si on est clairaudient, on va l'entendre nous parler. Et si on est clairsentient, on va le ressentir. Puis l'important, évidemment, quand on commence à travailler avec un guide, c'est bien comprendre une chose qui est fondamentale pour moi, c'est qui il est, ce guide-là. Il n'y a pas de numéro de téléphone qui nous dit, ben tiens, je vais appeler un guide ce soir. Et je prends mon numéro de téléphone, je l'appelle, puis le guide me répond, ah ben oui, je suis un guide, c'est super, je suis content que tu sois là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit comprendre, évidemment, que nous, en tant qu'êtres humains, si on veut faire un travail avec un guide, ben on doit comprendre que nous-mêmes, nous participons au processus. Alors moi, si je n'ai pas fait de travail sur moi personnellement, et que je veux travailler avec un guide, ben, quelque part, je risque de me retrouver dans des situations, quelque part, où le guide que je vais communiquer ne sera peut-être pas un guide qui va refléter une vibration très élevée parce que je vais lui demander de se présenter à moi, mais avec plein de blocages émotionnels, plein de perturbations en moi qui vont finalement faire venir une énergie qui ne va pas nécessairement à un niveau de fréquence très élevé. Alors, vous comprendrez ici que ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, que je sois clairvoyant, clairaudient, clairsentient ou médium, je suis une antenne et cette antenne-là, finalement, va vibrer avec des énergies à des niveaux plus ou moins élevés. Et que quand on veut faire un travail de médiumnité, bien inévitablement, on doit donc faire un travail minimalement sur soi pour être dans une position de verticalité, c'est-à-dire une position dans laquelle je suis capable de vraiment être les deux pieds sur le sol et la tête vers le ciel, pourrait-on dire, et être capable donc de faire en sorte que mon corps soit une antenne vibrante dans laquelle l'énergie circule bien, qui va faire que je ne vais pas donc projeter vers le monde subtil mes propres problèmes, mes propres difficultés. Je vais vous donner un exemple de ça. Il y avait une femme que j'ai rencontrée seulement après cette crise qu'elle avait vécue, mais c'est quand même intéressant ce qu'elle m'avait raconté. Cette femme-là, elle avait perdu son mari. Et puis, elle avait donc un questionnement existentiel sur le sens de la vie après cela. Puis elle s'était dit, ben tiens, moi j'aimerais ça finalement faire un travail avec un guide. Donc, elle a acheté un livre et elle s'est mise donc simplement à travailler, à faire venir un guide. Et le guide qui s'est présenté à elle,
Au début, c'était un homme qui était, bon, cheveux blonds, musclé. C'est comme ça qu'elle me racontait. Elle avait des beaux grands yeux bleus. En tout cas, c'était pas ce qui intéressait à le rencontrer. Mais tout ça pour dire qu'il y avait une espèce de fantaisie dans ce qu'elle me racontait. Puis à un moment donné, elle a compris que ce guide-là avait, avait une intention qui n'était pas nécessairement positive, parce qu'elle l'a vu sourire d'une façon un peu maléfique, et là, elle a eu peur. C'est ce qu'elle m'a raconté. Et quand elle a eu cette peur-là, le guide en question s'est complètement transformé. Alors, il y avait une apparence angélique au départ, et là, il y avait une apparence beaucoup plus diabolique, pourrait-on dire. Et cette femme-là, c'est ce qu'elle me disait, a été violentée par cette présence-là pendant plusieurs semaines avant que sa famille appelle l'hôpital psychiatrique pour qu'elle soit internée. Elle a été internée pendant 2 ans suite à ça. Et ensuite, bon, elle s'en est ressortie, puis elle me rencontrait pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. C'était un peu le sens. Mais tout ça pour vous donner, je ne veux pas faire peur en le disant comme ça, hein. C'est sûr que ça peut faire peur ce que je raconte, mais ce que je veux faire comprendre, c'est justement, c'est que quand on ne comprend pas le processus avec lequel on travaille, on peut effectivement se mettre en danger. Donc, je pense que c'est important de comprendre que quand on fait un travail avec un guide, on doit toujours se rappeler que moi, en tant que médium, je suis en résonance avec le guide en question. Ça veut donc dire que si le guide est devant moi, c'est parce que moi, je suis capable de me relier à lui. Alors, je pourrais me dire, je suis avec un guide très évolué, mais je dois comprendre que je pourrais être en contact avec un guide encore plus évolué. D'accord? Il n'y a pas de limite à ça, hein? C'est-à-dire qu'on peut toujours finalement chercher à faire un travail de plus en plus de vibrations supérieures pour être capable de capter une présence de plus en plus élevée. Mais qu'est-ce qui va déterminer justement la qualité de l'information du guide? Ben, c'est ça qui va finalement faire en sorte que c'est intéressant pour nous de faire un travail avec un guide. Si moi, par exemple, je dis j'ai communiqué avec Jésus aujourd'hui et que Jésus ben, m'a souri, puis il n'a rien fait de spécial, puis il ne m'a rien dit, ben, la qualité de l'information intuitive que j'ai pu obtenir ou la qualité d'un soin que j'ai pu obtenir n'a pas été très importante. Ça a été juste de dire, ben, il était là, puis j'ai rien senti spécial. Donc, on pourrait dire, ben, je suis un médium, mais le médium n'est pas très aidant d'avoir ce type de collaboration-là avec un guide. Donc, l'idée, évidemment, qui va déterminer qu'on est dans une relation médiumnique constructive, c'est dans un premier temps que le guide va se présenter à nous avec l'apparence qu'il veut. Je pense à une de mes étudiantes qui avait une fascination face à la médiumnité. Et quand elle a été formée pour devenir médium, le premier guide qu'elle a rencontré, c'était un clown. Mais un clown qui avait l'air ridicule, mais vraiment complètement ridicule. Et pourquoi? Bien, ce guide-là avait volontairement pris cette apparence-là pour lui faire comprendre qu'elle prenait trop au sérieux le travail médiumnique et ça demandait trop et elle demandait trop au guide. Donc, ce clown-là, finalement, s'était présenté à elle pour lui faire comprendre justement qu'elle devait apprendre à se prendre moins au sérieux, tout simplement. Alors, vous voyez, donc, c'était quelquefois intéressant de comprendre que le guide, finalement, son apparence va être souvent, c'est pas là qu'on va mettre l'emphase, quoique l'apparence peut être intéressante, mais c'est souvent, ben, évidemment, par le questionnement. Pourquoi tu es là, guide? C'est quoi ton message? Moi, j'ai des questions à te poser, est-ce que tu peux me répondre? C'est par la qualité de l'information que le guide en question va pouvoir me permettre de comprendre effectivement que je peux faire un travail sur moi ou sur un partenaire, si je le fais sur un partenaire, qui va pouvoir amener donc une évolution, une forme de conscience plus élevée. Il y a un autre exemple que j'aimerais peut-être donner par rapport à ça, c'est que j'avais une femme que j'avais fait une lecture intuitive et elle m'avait dit que j'étais avec un mauvais guide. Et pourquoi elle me disait ça? Parce que le guide l'avait amené dans un château. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que le guide l'avait amené dans un château volontairement. C'était un peu comme une forme de une épreuve initiatique qu'il voulait lui faire expérimenter. Et elle avait perçu ça comme étant, bon, c'est un mauvais guide, il m'amène dans des lieux que j'aime pas. Alors souvent, on a une espèce de fantaisie autour des guides. Il faut donc faire attention à cette fantaisie-là parce que justement, on s'imagine que le guide va toujours être gentil avec nous, toujours sympathique et nous dire des choses toujours gentilles. Alors que ce n'est pas nécessairement vrai. Le guide n'est pas là pour simplement nous flatter en bon sens du poil, comme on dit, mais chercher à nous faire avancer, progresser. Il y a un autre élément qui est bien, bien important dans la médiumnité aussi, dont on entend beaucoup parler et qui entraîne beaucoup de mauvaise compréhension, je pense, c'est le bas astral et le haut astral. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cela,
Mais bon, le bas astral, qu'est-ce que ça dit? C'est qu'il y a dans un univers mémoriel, en quelque part un univers quantique, pourrait-on dire, il y a une somme d'informations qui s'accumulent sans cesse dans cet espace-là. Et on pourrait dire que le bas astral représente vraiment les fréquences basses de cette information qui s'accumule sans cesse. Les informations qui sont basses sont des informations qui sont associées à des émotions comme la colère, des émotions de tristesse, bon, des émotions d'agressivité, etc. Des émotions, quelque part, qui n'ont pas une qualité évolutive, pourrait-on dire, importante. Par contre, ces émotions-là, pourquoi elles sont là? Elles sont là parce qu'elles ont une raison d'être. Et je pense que c'est important de comprendre que toute émotion de souffrance, quelle qu'elle soit, a le droit d'exister parce qu'elle est là. Et si moi, je suis de la colère en dedans de moi, je n'ai pas besoin de me mettre en colère contre le monde entier. Mais je peux apprendre, par contre, à écouter cette colère-là pour comprendre justement quel est son message, cette colère-là. En faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas en train de refouler mes émotions. Je suis en train, au contraire, de me reconnaître le droit d'accueillir l'émotion qui est là comme un messager. C'est important de comprendre ça parce que, encore là, quand on est médium, on peut avoir tendance à juger les manifestations avec lesquelles nous allons être en interrelation dans le monde subtil, et on va pouvoir dire, bon, ben ça, c'est une entité négative. Alors, pourquoi elle est négative? Ben, parce qu'elle était mal rasée et elle n'avait pas de dents. Je fais une caricature en le disant comme ça, mais malheureusement, c'est quand même un peu vrai. Beaucoup de gens ont cette espèce d'impression que le guide qui doit se présenter à eux doit avoir des belles grandes ailes, des beaux grands cheveux blonds, des beaux grands yeux bleus, avec un air complètement comme perché, etc., puis qui va lui présenter finalement des beaux messages d'amour, etc. Alors, je pense qu'un guide, ça peut être ça, mais ça peut être bien d'autres choses que ça. Et c'est pour ça que c'est important, il faut se sortir de cette notion caricaturale qu'on peut retrouver dans le monde spirituel autour des guides, dans lequel on se dit, bon, ben, on doit être avec des guides du haut astral. Le haut astral, c'est quoi? Mais ce sont des énergies quelque part qui vont parler d'amour, qui vont parler bon, de fréquences plus élevées, etc. Moi, ce que je vous dirais, c'est que je vais vous donner l'exemple d'une femme que j'avais rencontrée qui avait donc une forme de déprime intérieure. Elle avait un milieu professionnel dans lequel il y avait beaucoup, beaucoup d'hommes et elle avait développé une espèce d'appréhension à quitter, à sortir de chez elle parce qu'elle avait l'impression que tous les hommes la regardaient et la regardaient d'une façon sexuelle. Et elle avait l'espèce de sentiment d'être envahie par les hommes. Donc, elle avait développé une forme de peur de sortir, même aller faire un marché, par exemple, parce qu'elle avait cette espèce d'impression d'être envahie par le regard que les gens pouvaient porter vers elle, surtout les hommes. Et donc, évidemment, elle était un peu inquiète parce qu'elle voyait qu'elle devenait de moins en moins capable de sortir dû à ça. Et puis, elle m'avait rencontré pour faire une consultation. Puis la première chose qui était ressortie de cette consultation-là, c'était une femme amérindienne que je percevais dans son champ subtil. Et cette femme amérindienne me disait, je vais tuer tous les hommes. Alors, évidemment, en tant qu'homme, entendre une chose pareille, bon, on se sent un peu inquiet quand même. Et évidemment, la question que moi j'enseigne beaucoup à mes étudiants, la question qui est neutre, hein, c'est de dire, mais pourquoi? Hein? Par exemple, si quelqu'un me dit je voudrais te tuer et qu'il n'y a aucune raison de me tuer, mais pourquoi tu voudrais me tuer? Tu vois, c'est des questions finalement très simples, mais c'est des questions quelque part qui nous sortent de la polarisation. Quelqu'un me dit je voudrais tuer tous les hommes, mais je me dis ah, mon Dieu, c'est négatif, c'est méchant, t'es pas de bonne énergie, t'es négatif, va de rétro Satana, je sors mon eau bénite, je sors ma croix, mon épée sacrée, puis je me mets à lui couper la tête et je ne sais quoi. Hein, là, c'est une exagération que je vous dis, mais j'ai déjà entendu des choses comme ça quand même, hein, de gens qui font des types de travail comme ça. Donc, on est vraiment dans la polarisation. Et on nourrit en quelque sorte l'énergie en question parce qu'on projette notre propre peur, nos propres insécurités, nos propres angoisses, notre propre agressivité même contre cette énergie-là. Et cette énergie-là, bien évidemment, elle va incarner finalement ce que moi j'ai comme regard sur elle. Et là, on va s'éloigner finalement de l'intuition. On va devenir simplement quelqu'un qui juge une énergie subtile. Alors, on sait que dans le monde terrestre, il y a beaucoup d'êtres humains qui jugent les êtres humains. Et dans le monde subtil, il faut comprendre qu'effectivement, ça peut arriver qu'on peut juger le monde subtil et en le jugeant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les énergies subtiles vont finalement devenir ce que nous, on voit, ce que nous, on est convaincus qu'elles sont. Un peu comme dans le monde terrestre, en fin de compte. Hein? Donc, vous voyez qu'il y a un piège là-dedans. Donc, c'est important donc, de rester dans la neutralité et de prendre le temps, donc simplement de questionner l'énergie. Pourquoi tu voudrais tuer tous les hommes? Et là, cette dame-là, qui pourrait, au début, j'aurais pu la percevoir comme très négative, me disait qu'elle voulait tuer tous les hommes parce que, justement,
elle avait été violentée par un homme très, très proche d'elle, une personne avec qui elle n'aurait jamais pu imaginer une chose pareille. Elle avait été profondément blessée et elle était là parce que justement, elle voulait donner à cette cliente-là son opportunité de reprendre contact avec sa colère. Donc, vous voyez que oui, effectivement, elle n'était pas une énergie de belle vibration, elle voulait tuer tous les hommes, elle de l'agressivité refoulée, etc. Mais on comprend qu'elle était là comme pour donner des ressources à ma cliente qui devait apprendre donc à se réapproprier la colère. C'est pour ça justement qu'elle était constamment dans une position où elle avait l'impression que les hommes la regardaient un peu comme un morceau de viande, pourrait-on dire, parce que il fallait savoir cette femme-là, bon, elle avait eu une enfance où son père avait été très dominant envers elle et très l'humiliait beaucoup. Ensuite, elle a eu un mari qui avait une relation très similaire avec elle et elle était dans un milieu d'hommes dans lequel elle vivait aussi cette forme de situation de domination que les hommes avaient envers elle. Donc, elle avait beaucoup de refoulement à l'intérieur d'elle-même et à un moment donné, son corps lui a dit c'est assez, sauf que son cerveau ne l'a pas entendu. Donc, elle a continué à fonctionner comme elle avait fonctionné jusqu'à maintenant en se disant tout va bien. Mais son corps commençait à lui montrer des signes de dire non, ça ne va pas bien. Et c'est ça qui faisait qu'elle avait cette espèce d'impression d'être envahie par le regard des hommes parce qu'elle comprenait que c'était plus possible de continuer comme avant. Et tout le travail qui a été fait donc dans cette lecture-là, c'était de permettre à cette femme-là justement de faire un soin, d'intervenir sur ma cliente. Et moi, je l'accompagnais pour que justement, elle apprenne donc à renouer contact avec la colère que cette femme-là n'avait pas pu exprimer complètement. Et en faisant ça, bien évidemment, d'une part, ma cliente a pu se réapproprier la colère, donc elle a pu renouer contact avec une forme de puissance, de force de femme, où elle reconnaissait sa capacité justement à se défendre envers les hommes. Et l'énergie en question, cette fameuse amérindienne, ben, elle a pu quitter le champ subtil de cette personne-là parce que justement, elle s'était dégagée de cette charge émotionnelle qui est en elle. Et d'ailleurs, il fallait comprendre qu'elle était là pour ça. Elle était là avec l'intention de vouloir donner à ma cliente ce dont elle avait besoin et que et en donnant ça, cette dame-là allait pouvoir quitter le champ énergétique de cette façon-là. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à tout ça, est-ce que tout va bien? Tout le monde me comprend bien, tout le monde me cerne bien ce que je dis, ça va? Écoute, je pense qu'ils boivent tes paroles. En tout cas, ils sont tout oui parce qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Mais si tu incites aux questions, je pense qu'elles vont arriver. Non, non, c'est juste que je voulais juste être sûr que tu allais bien. Parce que j'avais posé faire un monologue. Des fois, ça arrive, donc intéressant, des fois qu'il y a des interactions qui peuvent être possibles. Mais voyez, donc, ce que je voulais dire dans cette première étape-là, c'était vraiment donc de mettre en évidence cette notion du médium et le médium qui communique. Et ça, c'est une chose importante, qui ne juge pas, qui communique avec les énergies qui se manifestent à lui. Ça, c'est un élément important parce que ça veut donc dire que moi, je ne suis pas en train de porter un regard de jugement vers l'univers spirituel ou l'univers mémoriel. J'apprends à reconnaître que toutes ces états de conscience-là qui peuvent se manifester à moi sont des messagers. Alors, des messagers qui sont plus évolués que d'autres, mais ils sont tous des messagers. Ils sont tous au même pied, en quelque sorte. Et puis moi, bien évidemment, quand j'apprends à reconnaître qu'il peut y avoir donc des guides qui ont des capacités à voir les choses avec plus de hauteur, bien évidemment, j'apprends donc à augmenter mon développement psychique, mon développement intuitif, parce que ça veut dire que non seulement je peux être capable de percevoir ce qui anime le champ énergétique d'une personne, mais en plus, le guide, bien, il peut aussi lui intervenir pour m'aider. Alors, donc, le guide, évidemment, à quoi il va servir, bien, vous l'avez compris, c'est élargir mon champ de conscience, c'est me faire comprendre des choses que je ne comprends pas. Donc, je peux le faire à titre personnel, je peux faire un travail avec un guide, même des fois, ce que j'aime bien faire, moi, c'est faire un conseil de guide, c'est-à-dire de faire intervenir plusieurs guides en même temps et je vais arriver avec un thème et je vais leur demander de me faire part de leur point de vue par rapport au thème que je leur propose. Donc, c'est intéressant, puis ça fait comme des discussions et ça amène donc des conseils, c'est-à-dire que je reçois des conseils d'un guide en question ou de plusieurs guides pour m'aider à évoluer ou à cheminer ma vie. Ça, c'est l'une des façons qui va être fréquente. Évidemment, quand on fait ça sur un partenaire, c'est un peu la même chose. Hein. Une personne vient avec des questions et puis évidemment, on peut poser des questions au guide en question et le guide va répondre. Et évidemment, un bon guide va être en mesure d'éclairer notre partenaire d'une façon qui va peut-être pas lui plaire tout le temps, mais ça va lui permettre d'éclairer, d'avoir une vision plus globale de la situation dans laquelle il se trouve. Donc ça, c'est un des premiers volets de la médiumnité, c'est évidemment donc de développer la connaissance de soi. La connaissance de soi qui fait que je suis capable de mieux comprendre ce qui se passe dans ma vie. Et parce que je le comprends mieux, ben, j'apprends donc à me dégager, à me libérer finalement
de la souffrance que je pouvais avoir parce que j'arrive à mieux cerner la connaissance de la chose. Donc, ça peut toucher évidemment, comme on l'a vu, des voyages à plusieurs niveaux. On peut donc faire un conseil avec des guides, on peut poser des questions à des guides, des choses comme ça, mais on peut aussi faire intervenir évidemment avec des événements de mon enfance que je veux comprendre. Donc, je peux me mettre en relation avec un événement que j'ai vécu à 3 ans, demander à un guide d'intervenir dans la scène pour pouvoir justement m'aider à comprendre ce qui s'est passé. Je peux intervenir aussi avec mon arrière-grand-père, comprendre un traumatisme qu'il a vécu, en quoi il a peut-être peut-être que moi-même je vis ce traumatisme-là. Donc, le guide peut effectivement faire un travail pour m'aider à comprendre tout ça. Je peux également aller voyager dans les mémoires d'autres vies. Encore là, le guide peut effectivement donc m'amener à comprendre la raison d'être de cette relation que j'ai avec cette mémoire d'autre vie-là pour arriver à élargir mon point de vue, ma conscience. Donc, vous voyez que c'est vraiment à titre d'élargissement de la conscience de connaissance de soi qu'on va intervenir de cette façon-là. Maintenant, il y a deux autres aspects qui sont importants dans la médiumnité. Il y a ce qu'on appelle, ce qui est un terme à la mode que je vais utiliser parce que c'est un terme, même si c'est galvaudé, qui dit que tout le monde va comprendre, c'est l'exorcisme. Alors, l'exorcisme, bien évidemment, c'est de jouer au prêtre, hein, de dire, bien, il y a un méchant qui est là, on va l'enlever. Alors, moi, j'ai été formé avec un exorciseur. J'ai moi-même été exorcisé au tout début de ma pratique. Et ça m'a énormément questionné le phénomène de l'exorcisme parce que la technique consistait justement à identifier l'entité en question, puis ensuite de l'enlever du corps de la personne, de la faire passer par notre corps, puis ensuite l'envoyer vers le ciel. C'était un peu la technique qui était proposée et on nous l'enseignait, mais plus ou moins, on devait regarder notre enseignant puis le faire un peu comme lui. Et puis moi, bon, ça me parlait plus ou moins parce que d'une part, j'avais un peu peur des entités. J'avais été moi-même exorcisé, mais ça ne faisait pas de moi quelqu'un qui n'avait pas de crainte par rapport à ça, parce qu'évidemment, c'est un monde qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas quand on commence. Et évidemment, toute cette notion du bien et du mal, bon, il y a toutes ces choses qui me questionnaient. Et puis, avec le temps, bon, avec la pratique, à un moment donné, je me suis retrouvé donc à avoir des gens qui venaient me voir avec des phénomènes de ce type-là, donc des cas de possession, etc. Et il faut savoir qu'on est tous, entre guillemets, possédés à un degré plus ou moins important. Alors, on peut être possédé par notre enfance, par exemple. Notre enfance, on a vécu un traumatisme à l'âge de 8 ans. Bien, ce traumatisme-là, bien, quelque part, nous possède dans le sens qu'il a une dominance sur nous qui fait qu'on se comporte d'une façon inadéquate dans certaines circonstances de la vie parce que, justement, on n'est pas capable de vivre autrement la situation. Okay? Donc, on a l'impression d'être possédé parce qu'à chaque fois qu'il se produit un événement X, bien, on réagit toujours de la même façon. Et cette façon-là ne nous convient pas, ne nous convient plus plutôt, parce qu'on voit bien quelque part que ça ne fait que générer des problèmes dans notre vie. Donc ça, c'est une forme de possession, en fin de compte. Et cette possession, elle est provoquée par quoi? Bien, elle est provoquée par des blessures émotionnelles qui sont en nous, qui font qu'on n'est pas capable de changer ce comportement-là. Donc, d'une certaine façon, le travail qu'un guide peut faire à ce moment-là, bien évidemment, c'est donc de nous amener à comprendre les mécanismes qui font que ça se produit. Puis évidemment, donc, de rétablir les fonctions énergétiques. Parce que quand on a une blessure émotionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, j'ai une inhibition dans mon propre champ énergétique. Et cette inhibition-là fait que l'énergie ne circule pas librement en moi. Donc, à chaque fois qu'il se produit un événement, ben, cette inhibition-là, elle est réactualisée. Donc, si elle est réactualisée, bien évidemment, elle se reproduit sans que mon conscient, sans que mon cerveau intervienne. C'est un peu comme le cerveau du ventre. Vous savez sans doute déjà entendu parler du cerveau du ventre, cerveau du cœur, cerveau de la tête. Bien, le cerveau du ventre, finalement, c'est lui qui nous relie beaucoup à toutes les mémoires ancestrales. C'est des choses qui n'ont pas été conscientisées. Donc, évidemment, les chakras inférieurs sont tous liés beaucoup plus au cerveau du ventre, et bien sûr, par leur localisation, et aussi parce qu'évidemment, il y a plein de ramifications nerveuses, de traumatismes nerveux qui sont là. Et quand on fait un travail énergétique avec des guides ou même en soins énergétiques, on va rétablir ces perturbations nerveuses-là. Et ces perturbations nerveuses-là, se rétablissant, bien, vont réactualiser les blocages émotionnels qui ont été provoqués par le passé. Donc, un guide, de quelle façon il va procéder? Bien évidemment, il peut intervenir comme un être humain, à quelque part, même si c'est invisible. Il va pouvoir intervenir avec ses mains énergétiques pour faire un travail sur le corps. Ça peut être une façon de procéder. Mais il peut également pénétrer dans notre champ énergétique, se miniaturiser en quelque sorte et pénétrer dans le corps, dans notre corps pour intervenir. Mais il peut également aussi
travailler sur des mémoires. Alors, les mémoires, bien évidemment, si moi, à l'âge de 8 ans, j'ai vécu un traumatisme, bien, le guide peut effectivement pénétrer dans l'espace où se trouve cette mémoire de l'enfance et évidemment intervenir dessus. Et évidemment, il va donc prendre le temps de questionner, interroger pour comprendre ce qui se passe, mais il va également utiliser ce que moi j'appelle la déprogrammation de la mémoire cellulaire, qu'un intuitif comme un clairvoyant, un clairaudient, un clairsentient peut utiliser, tout comme dans un cas de la médiumnité. Ce qu'on va chercher à faire, c'est que le guide en question va donner à l'enfant dans l'immédiat, tout ce dont il a besoin pour qu'il ne soit plus dans son état de souffrance. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va amener un changement dans la conscience de l'enfant, dans l'immédiat, et ce changement-là va amener un changement de comportement. Et ce changement de comportement-là va amener évidemment une compréhension, parce que plus on voit émerger un nouveau comportement prendre forme, plus on permet justement au cerveau de notre client, par exemple, de s'ouvrir à des potentiels de changement qu'il n'avait pas entrevus. Les circuits neuronaux au niveau de son cerveau peuvent être modifiés, peuvent être transformés, et ça peut amener donc évidemment la transformation souhaitée qui va pouvoir se faire parce qu'on a rétabli une circulation énergétique dans le corps de la personne, parce qu'on l'a amené à prendre conscience des potentiels évolutifs qui sont en elle, et parce que justement, bien évidemment, on va aussi proposer un plan d'action pour l'amener à actualiser d'une façon de plus en plus naturelle ce changement-là. Donc, vous voyez, c'est ça un peu qui va être effectué dans un contexte comme ça. Puis évidemment, il y a le soin énergétique. Le guide peut effectivement faire une intervention énergétique. Moi, ça m'est arrivé souvent de travailler avec, je vais donner un exemple de ça, une personne qui, c'était par téléphone que ça a été fait, parce que la personne était trop loin. Moi, je suis québécois et elle habitait le Québec, mais à des distances trop importantes d'où est-ce que j'étais. Et elle me faisait part de son enfant qui avait des phénomènes de poltergeist. C'est-à-dire que l'enfant écoutait la télévision et il était très calme, très assis très tranquillement. Et puis finalement, tout à coup, la télévision éclatait en mille miettes. Évidemment, donc ça est arrivé une fois, deux fois, trois fois. Alors là, évidemment, après la deuxième fois, il a déjà se questionnait beaucoup, mais la troisième fois, là, c'était vraiment quelque chose qui lui a vraiment fait peur. Et elle a consulté un médium. Et le médium lui avait dit que si elle ne faisait pas de soins face à l'enfant, mais que l'enfant avait beaucoup d'agressivité, puis probablement qu'il tuerait la mère. Donc, vous voyez un peu le genre. Hein? Ça m'apparaissait. Moi, entendre ça, pour moi, je trouve ça inacceptable, parce que évidemment, c'est vraiment faire peur à des gens sans comprendre quelque part le mécanisme, sans comprendre le processus. Ça m'apparaissait un peu extrémiste comme façon de dire les choses. Alors évidemment, la femme était paniquée, mais elle avait quand même assez de sens critique, pourrait-on dire, pour avoir le goût, le désir d'entendre quelqu'un d'autre parler de la situation avant de s'engager avec ce médium-là. Donc, elle est venue me voir, puis moi, je fais un travail à distance. L'enfant, je ne l'ai pas rencontré, je n'ai pas parlé avec la mère de la situation, j'ai juste pris son nom à l'enfant, puis je lui dirais qu'on ferait une première évaluation, puis à partir de là, on pourrait voir comment on pourrait travailler ensemble. Alors, je vais vous raconter un peu la chose, parce que je trouve ça intéressant quand même de donner des exemples par rapport à ce que j'ai pu observer à ce moment-là. Donc, quand j'ai travaillé sur cet enfant-là, la première chose que j'ai observée, c'est que l'enfant était en colère, mais une colère refoulée. Hein, c'est-à-dire que je voyais l'enfant très en colère, mais comme ça, quelque part, on ne lui avait jamais donné l'autorisation d'exprimer sa puissance. C'est un peu comme ça que je voyais ça. Puis, quand on a commencé donc à faire le travail avec l'enfant, dans un premier temps, c'est moi qui ai fait le travail. Oui, en tant que thérapeute intuitif, je suis intervenu sur l'enfant. Et quand j'ai fait ce travail-là sur l'enfant, donc j'ai interagi avec l'enfant en soins énergétiques. Et là, j'ai vu des transformations se faire chez l'enfant et j'ai vu apparaître une autre scène. Et cette scène-là était une scène provenant d'autres vies, dans lesquelles il y avait un duel. Il y avait une femme autour du duel et il y avait deux hommes. Donc, les deux hommes étaient en train de se battre en duel, 4 PDP, dû au fait qu'ils aimaient la même femme et que d'une certaine façon, bon, celui qui allait gagner, ben, quelque part, allait gagner la main de cette femme-là. Alors finalement, le combat a lieu, etc. Puis un des deux hommes, ben, quelque part, se trouve être le perdant, il se trouve même être humilié, puis il n'est pas tué non plus. Donc, c'est pour lui presque un affront, il trouve ça inacceptable, et il est humilié devant la femme qu'il aime, donc l'histoire continue, puis il s'enlève de la vie. Donc, il se suicide. Alors, la chose là-dedans, encore une fois, c'est qu'il y a une forme d'humiliation laquelle on regarde, qu'on voit dans cette scène-là. Et là, il y a donc les guides qui sont intervenus
pour travailler sur cette scène-là dans laquelle, effectivement, cet individu-là s'est suicidé, etc. Il y a donc un travail de déprogrammation qui est effectué et c'est un peu le travail de passeur d'âme qui est effectué à ce moment-là où les guides vont intervenir sur cette mémoire-là, quelque part, pour la libérer de sa souffrance, etc. Et en effectuant ça, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que l'enfant est en résonance avec cette mémoire-là d'une façon très importante parce que l'enfant est dans une situation similaire à cette personne-là, c'est-à-dire qu'il y a un homme dans son entourage, je ne sais pas c'est qui. Moi, j'ai présumé que c'était le père au début parce qu'évidemment, ça me paraissait être logique puisque je voyais un homme qui se battait avec l'enfant qui avait près de 12 ans et l'homme, l'adulte, était plus fort que l'enfant, donc il le mettait constamment dans une position d'humiliation, c'est-à-dire qu'il le plaquait au sol puis lui montrait qu'il était le plus fort. Et il y avait la mère qui était là, qui assistait à la scène. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ça reproduit un petit peu l'événement que je vous décrivais tout à l'heure. Et puis, évidemment, on comprend ici que l'enfant est en grande colère, refoulé, parce qu'il n'était pas en mesure de se débattre, de gagner contre cet adulte-là. Et l'adulte, finalement, profitait, il l'humiliait constamment, il lui montrait qu'il était constamment plus fort. Donc, ça a été un peu le travail. Puis moi, ce que je percevais, c'est qu'il fallait évidemment que l'adulte en question cesse ce genre de pratique-là, parce qu'évidemment, je voyais que l'enfant, il avait 12 ans, mais dès qu'il serait assez fort, la chose qui arriverait, c'est qu'il lui manifesterait sa violence envers cet homme-là, parce qu'à quelque part, il y aurait une grande agressivité en lui. Donc, vous voyez que si on regarde cette situation-là, évidemment, c'est un peu ce que j'avais perçu. Donc, je ne savais pas comment la dame en question allait recevoir l'information, parce que je ne connaissais pas du tout sa vie, en fin de compte. Alors, je lui ai raconté tout ça, et quand je lui ai raconté, elle s'est mise à rire parce qu'elle a complètement reconnu le scénario que je vous ai raconté à la fin, c'est-à-dire que son compagnon, qui n'était pas son mari, était effectivement constamment en train de vouloir montrer à l'enfant qu'il était le plus fort, puis il cherchait constamment à l'humilier devant la mère, puis elle lui avait déjà dit qu'elle n'aimait pas tellement cette façon de faire, mais il avait quand même tendance à continuer. Comme moi, j'ai raconté un petit peu tout ce que j'avais perçu, et puis cette dame-là a décidé d'arrêter la relation avec cet homme-là, de son propre chef. Je n'ai pas vraiment dit qu'elle devrait le quitter. J'ai simplement dit qu'il faudrait lui parler pour qu'il cesse ce genre de fonctionnement-là. Et suite à ça, évidemment, la situation a vraiment changé. En l'état de 2-3 semaines, elle me racontait que son caractère avait changé, sa façon de fonctionner avait changé, et que, bon, on a fait un soin, mais en même temps, la dame avait fait une action importante aussi, donc de se libérer de cet homme-là. Et tout ça ensemble a contribué à un grand changement, une grande transformation chez l'enfant. Donc, vous voyez que ça, c'est un peu un exemple, évidemment, de travail, on pourrait dire ça comme ceci, d'exorcisme, dans le sens que l'enfant, quelque part, on l'a libéré, on l'a dégagé d'une charge émotionnelle qui était associée donc à cette personne qui s'était suicidée. Il faut savoir que les phénomènes de poltergeist, les phénomènes de ce type-là, sont attribués très souvent à des émotions profondément ancrées chez un enfant, très souvent, qui sont refoulées. Moi, j'avais vu un autre cas d'une jeune fille qui avait été violée par ses parents, pas ses parents proches, mais son grand-père. Et c'est un secret. Et cet enfant-là n'avait jamais été capable de le communiquer, de l'exprimer. Et il y avait des phénomènes également de maisons hantées qui se produisaient dans cette maison-là, dû à cette charge émotionnelle qu'elle n'était pas capable d'assumer. Alors, vous voyez, c'est des phénomènes qui sont reconnus en paranormal, en tous les cas, certainement. Il y a des recherches scientifiques qui ont démontré que les perturbations émotionnelles chez une personne vont créer des perturbations dans l'espace d'une maison, et en particulier tout ce qui s'appelle l'électricité, qui s'appelle même des objets, etc., qui peuvent bouger, des choses comme ça qui ont été observées à travers tout ça. Et puis moi, dans ma pratique, c'est avéré que j'ai constaté un peu la même chose. Et vous voyez que dans l'idée d'exorcisme, une des choses particulières, évidemment, c'est que moi, je ne cherche pas à enlever quelque chose à tout prix, parce qu'on vit dans une société où on se fait toujours enlever quelque chose. On va voir un médecin, on va demander au médecin, libère-moi du mal, libère-moi de la maladie, libère-moi de la douleur, libère-moi de l'organe qui me fait souffrir. Vous voyez, quelque chose là-dedans, on veut se faire enlever quelque chose. Quand on va à un prêtre, on veut à quelque part se faire enlever nos péchés, on veut se faire purifier. Quand on va à un naturopathe, on veut se faire purifier nos toxines. Quand on va à un exorcisme, on veut se faire purifier des énergies, des entités négatives. Vous voyez? C'est bien ce que ça veut dire d'ailleurs, exorciser, ça veut dire sortir hors du corps.
Avant qu'on parle de tes ateliers, est-ce que je peux te relayer des questions ou des réflexions intéressantes, Oui, bien sûr. notamment de Valérie qui dit comment sait-on le type de traumatisme enfance karmique géobiologique? La question, c'est comment fait-on la différence, c'est ça? Oui, comment sait-on le type de traumatisme en fait, l'origine en fait? Est-ce que c'est l'origine d'enfance, de karmique ou autre? Ah, ben, en fin de compte, moi, ce que je dirais, c'est faut savoir une chose, à mon sens, à moi, c'est que on a souvent tendance à attribuer les causes à quelque chose de lointain, comme les vies antérieures, par exemple, ou même la psychogénéalogie. On n'a pas tort. Sauf qu'il faut se rappeler une chose qui est très, très, très importante. C'est que moi, si j'ai un problème, j'ai une résonance avec une mémoire d'autre vie, ou une résonance avec mon histoire familiale, j'ai une résonance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une énergie dans mon propre champ énergétique avec laquelle je ne suis pas en harmonie. Et cette énergie-là avec laquelle je ne suis pas en harmonie, elle va résonner avec quelque chose qui n'appartient pas à mon histoire de vie, c'est-à-dire à mon histoire familiale ou à une mémoire d'autre vie. Donc, quand on parle justement du travail donc de guérison, ben, la guérison passe par me réapproprier la charge énergétique dont je m'étais dissocié. C'est donc un travail de réunification. Se réunifier, c'est pas se libérer de quelque chose. Hein. C'est pas se faire enlever quelque chose. C'est le contraire. C'est prendre quelque chose et de le remettre à sa place. Vous voyez la différence? Et quand on fait ça, bien évidemment, on libère. Parce que si je fais ça, si je me réapproprie l'énergie dont je m'étais dépossédé, ben, ça veut dire que parce que je deviens je développe une unité en moi. Et cette unité-là fait que je ne vais plus raisonner de la même façon avec la mémoire d'autres vies ou la mémoire familiale. Ça va générer quoi? Mais s'il n'y a plus de résonance, c'est parce que je me suis dégagé. Ça veut donc dire que j'ai libéré, en quelque sorte, la mémoire familiale et la mémoire d'autres vies. C'est-à-dire que je contribue en faisant ce travail de réunification-là, à libérer également donc la mémoire d'autre vie et la mémoire familiale, parce que je vais plus nourrir la souffrance qui est là. Et à travers ce travail-là, ben, il y a des chances, effectivement, que j'ai pu permettre à ces mémoires-là de se dégager de leur souffrance, de se libérer de ça et de pouvoir justement accéder à des niveaux de conscience supérieur. Donc, vous voyez que dans ce sens-là, moi, j'aime bien mettre en évidence que moi, en tant qu'être humain, je suis celui qui émet, c'est celui qui résonne. Et que dans ce trait de résonance-là, j'ai donc une responsabilité que je dois devenir conscient. Et c'est là que l'aspect donc médiumnique, intuitif peut être intéressant pour arriver à développer donc la compréhension qui fait que je vais développer la connaissance de soi, déprogrammer, soigner par la suite à ce moment-là. Ok, merci. Donc pour répondre effectivement à Valérie, comme tu disais, c'est un effet de résonance, donc ça peut avoir plusieurs niveaux. C'est un effet comme un effet ricochet en fait. C'est-à-dire ça peut faire l'enfance, le familial, le karmique, mais c'est la même blessure à l'origine. D'où et ce qui nous permet effectivement, quand c'est résolu, pacifier, réintégrer, d'être dans cet état d'alignement. Mais Ça, à l'origine, c'est une même blessure en fait qui a des effets de résonance différents. oui, puis si on pense à la médecine quantique, l'hypothèse du cerveau quantique, le cerveau quantique m'évidence justement que dans mon propre champ énergétique, j'ai plein de probabilités d'états de conscience qui vivent d'une façon constante et continue en moi. Alors, je suis un être physique fait de chair et d'os, mais dans mon cerveau quantique, je suis plein de potentiel. Et ces potentiels-là sont donc étroitement reliés donc avec des potentiels de résonance, avec des mémoires familiales, des mémoires d'autres vies, etc. Donc, plus j'apprends à faire du ménage dans tout ça, bien, plus j'apprends justement à redonner à mon champ une forme de cohérence et d'harmonie, en fait. Voilà. Merci. Donc ça va nous donner l'occasion de parler effectivement des ateliers, parce que Valérie dit comment contacte-t-on un guide? Mais ça sera l'objet effectivement de tes 3 ateliers dont tu peux nous parler. Oui, ben, le premier atelier, justement, va répondre un peu à la question qui est posée. En fin de compte, il faut savoir que la pratique intuitive, quelle qu'elle soit, et la médiumnité n'en est pas, c'est pas différent, c'est basé sur la pratique. Alors, la pratique, c'est pas de dire, ben, tiens, je vais faire un atelier, puis je vais faire un atelier, puis ça va être fini là. Non, bien sûr que non. Il y a tout un travail de pratique et de développer la pratique, la confiance envers l'outil pour être en mesure, donc, de constater que mon travail médiumnique va évoluer tout au long de ma pratique, en fin de compte. Alors, la première chose, pour comment arriver à développer ça, c'est d'abord, avant tout, il y a des techniques de base qui sont basées sur la guérison, la pratique, donc la pratique de l'enracinement, par exemple, qui c'est vraiment une technique de préparation. Puis après ça, bien évidemment, on apprend justement à reconnaître
l'opportunité, donc, de se rendre réceptif, finalement, à des états de conscience supérieure dans lesquels on va commencer, justement, à faire venir des guides. Et à travers, donc, des méditations guidées que je vais faire avec vous, dans lesquelles on va apprendre, justement, à constater quel est le mode de communication qu'on utilise, parce qu'il y a des gens qui sont très voyants, qui sont plus dans la perception des images, ils vont voir le guide en ce moment-là. Ceux qui sont plus dans la sensation vont plus le ressentir. Et ces médiums-là qui sont plus dans la sensation, bien évidemment, ils peuvent aussi développer l'impression d'être envahis par le guide, hein, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que le guide peut faire partie d'eux. Hein. Ça, c'est une forme de médiumnité qui est assez connu aussi, puis les médiumnités qui sont plus auditives, qui vont plus entendre une voix. Alors, évidemment, tout ça peut se développer, c'est-à-dire que moi, je peux être un visuel, auditif et sensitif en tant que médium, et ça, c'est parce qu'à quelque part, j'ai pu le développer. Et plus on le développe, bien, plus évidemment, on a un regard plus large des possibilités. Puis par la suite, bien évidemment, dans le premier atelier, c'est donc les bases dans l'enseignement, comment on communique avec un guide, comment on peut justement déprogrammer, soigner avec un guide. C'est les techniques de base qui touchent justement l'ensemble des possibilités de la pratique intuitive, qui est la médiumnité. Et lors du deuxième atelier, ben là, on va d'abord et avant tout parler donc de l'exorcisme et du processus donc de résonance dont j'ai parlé tantôt, hein, d'apprendre à reconnaître de quelle façon que moi, je peux faire des voyages dans mon monde subtil pour découvrir que je peux raisonner avec mon enfance, je peux raisonner avec des mémoires d'autres vies, avec des mémoires familiales, de quelle façon que les guides peuvent intervenir sur ces mémoires-là et de quelle façon qu'ils peuvent m'aider à les déprogrammer, à libérer les mémoires pour justement me réapproprier ma charge énergétique, hein, pour retrouver une forme d'unité. Donc, ça va être beaucoup lors de ce deuxième atelier-là. Donc, on va aborder un peu l'exorcisme, bien sûr, aussi, mais à ma façon, hein, vous l'avez bien compris que moi, il est hors de question, évidemment, de vous parler de l'exorcisme en vous disant il y a des bons et des méchants. Ça, pour moi, vous n'allez pas, c'est pas ça que dont je vais vous parler. Je vais plutôt vous parler quelque part que moi, en tant qu'être humain, ben, je suis amour. Et si je suis amour, ben, je ne juge pas et je ne cherche pas à déterminer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Je cherche à comprendre. Et parce que je comprends, on découvre finalement que dans le monde subtil, il y a énormément de souffrance. Et que si on juge la souffrance qui est là, bien, quelque part, on se ferme à notre propre souffrance et on se ferme à la souffrance des autres aussi. Donc, je pense que la souffrance, c'est quelque chose de sain et c'est quelque chose qui nous amène à transcender un travail, à faire un travail de transformation intérieure pour apprendre justement à être beaucoup plus ouvert envers la vie à tous les niveaux, puisqu'on ne se ferme plus à rien en fin de compte. On n'est plus en train de juger quoi que ce soit à travers cela. On comprend mieux, puis on est en mesure de mieux intervenir aussi pour faire un travail donc sur le bien et le mal, l'exorcisme et tout ça. Le troisième atelier, c'est les passeurs d'âme. Donc, évidemment, là, on va aborder le monde de la mort, dont je n'ai pas encore beaucoup parlé dans la conférence aujourd'hui. Mais bon, qu'est-ce que c'est? Bien évidemment, c'est d'apprendre effectivement à constater que, tantôt, je parlais du monde de la mémoire. Alors, le monde de la mémoire, qu'est-ce que c'est? On pourrait dire que c'est, moi, je vais vous donner un exemple de ça, c'est que ma mère est décédée. Ça arrive, hein? Et puis, je ne suis pas le premier. Mais c'est toujours une expérience douloureuse quand on le vit. Et puis moi, il s'avère que j'étais en Europe et je ne pouvais pas revenir pour honorer, pour la cérémonie qui honorait son décès. Et puis, donc, j'ai dû faire un travail à distance. Et j'ai pris le temps de le faire de façon plus importante que je l'aurais fait dans d'autres circonstances parce que, comme j'étais loin d'elle, j'ai voulu vraiment faire ce travail-là plus en profondeur. Et ce qui en est ressorti à quelque part, qui m'a ouvert les yeux sur le sujet dont je vais vous parler, c'est que quand on parle justement de cette idée de passeur d'âme, on doit se dire, mais qu'est-ce qu'on passe? Qu'est-ce qu'on fait passer? Et c'est là qu'on se ramène à cette notion de résonance. Parce que quand on fait un voyage, quand on se met à explorer une personne décédée, on constate qu'une personne physique faite de chair et d'os, c'est une personne. Mais quand on rentre dans le monde subtil et qu'on voit qu'une personne est décédée, on constate que cette personne décédée se retrouve dans plusieurs niveaux de conscience avec des vibrations différentes selon les niveaux de conscience dans lesquels on se trouve. Donc, ma mère pouvait être des niveaux de fréquence plus bas dans des situations de souffrance et à des niveaux de fréquences plus élevées à des niveaux plus transcendants. Et donc, évidemment, dans chacun de ces états de conscience-là, il y a de l'information à aller chercher. Il y a donc un travail de déprogrammation et de soins qui peut être effectué. Et évidemment, il y a un guide qui peut intervenir. Puis le travail, évidemment, va consister à libérer ces niveaux de conscience mémorielle-là pour justement permettre donc à chacun d'eux de se dégager, de se libérer et ne plus être prisonnier de la mémoire. Parce que vous l'avez compris que quand on parle justement d'entité,
L'entité, quelque part, qu'est-ce que c'est? C'est une mémoire densifiée. C'est-à-dire que c'est une mémoire, moi, par exemple, je suis mort, mais je suis convaincu que je suis Sylvain Bélanger encore, et je suis convaincu à quelque part que ce que j'ai vécu dans ma vie me fait souffrir. Donc, je suis complètement mort, mais en même temps, j'ai une conscience tellement forte de moi que je ne suis pas ouvert du tout à l'univers. Je ne suis pas du tout ouvert à l'idée que je pourrais accepter de passer à un autre niveau de conscience. Ça, ce qu'on pourrait appeler une entité, ce serait ça pour moi la définition. Maintenant, il faut comprendre que plein d'autres états de conscience sont plus ou moins des entités, dans le sens qu'elles sont moins densifiées. Elles sont dans une forme de souffrance, mais elles sont un peu comme errantes et elles sont moins dans cette espèce d'expérience de densité. Alors, c'est là qu'on comprend que tous les êtres humains que nous sommes, on est en relation et en résonance avec tout ça. Et que le travail de passeur d'âme consiste justement à faire un travail sur toutes ces mémoires-là. Alors, quelqu'un qui se dit en possession, c'est souvent quelqu'un qui est lui-même dans un état émotionnel avec une profonde souffrance, qui est densifiée en lui. Et c'est cette densification qui va faire qu'il va résonner avec quelque chose qui est très densifié aussi au niveau de la charge émotionnelle et de la souffrance. C'est ce qui va amplifier le processus. Et la vie est bien faite. Parce que si ce phénomène d'attraction se fait entre la souffrance que j'ai et une souffrance qui existe dans le monde subtil, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que l'univers me propose de faire un travail d'épuration sur une souffrance très densifiée dans le monde subtil pour me permettre, moi, de me libérer de ma propre souffrance très densifiée. Donc, vous voyez que le passeur d'âme, c'est très intéressant parce que ça nous permet justement de comprendre que tout le processus de la vie, hein, on pourrait l'appeler comme ça, la loi de l'attraction. Hein. La loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? C'est que moi, j'ai dans mon propre champ énergétique un ensemble d'informations que je ne vois pas, que je ne perçois pas nécessairement. Et il y a d'autres êtres humains qui sont autour de moi qui ont aussi un champ énergétique avec un ensemble d'informations qui les animent. Et c'est cette chimie-là qui va se faire entre moi et ces autres personnes-là qui vont faire qu'il y a des gens avec qui je vais me sentir relié, des gens avec qui que je vais détester sans les connaître, je ne vais pas me sentir à l'aise, etc. Tout ça, c'est relié effectivement à cette fameuse trame psychique qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, mais qui nous relie tous les êtres humains que nous sommes. On est tous reliés par cette trame d'information quelque part qui est subtile et qui est mémorielle. Et que plus on apprend justement à à développer cette conscience de ces interactions qui existent, mais plus évidemment on apprend justement à faire ce travail de passeurs d'âme à des niveaux plus ou moins denses. Hein. C'est-à-dire que les passeurs d'âme où on travaille avec des mémoires plus denses, c'est ce sentiment de possession qui va être plus présent chez un individu, mais on va constater qu'il y a des phénomènes beaucoup plus subtils, beaucoup plus légers qui vont être là, mais qui n'en font pas moins des dégâts. C'est-à-dire que plus moi je suis conscient de moi-même, plus j'ai l'impression quelque part d'être limité par l'univers. Hein, l'univers me limite. Pourquoi elle me limite, l'univers? Je n'ai pas été gentil avec elle? Non. C'est pas parce que tu n'as pas été gentil avec elle, c'est parce que tu dégages des choses dont tu n'es pas conscient et parce que tu le dégages, ben, tu ne parviens pas justement à accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Et c'est tout ça, quelque part, que le travail de passeur d'âme permet de faire. Donc, bien sûr qu'on va apprendre à travailler sur des personnes décédées, et bien sûr, d'apprendre justement à travailler avec des personnes décédées pour les aider à se libérer du monde de la mort. Souvent, des gens qui ont vécu des grandes souffrances, hein, qui ont vécu des suicides, des choses comme ça, sont des éléments qui sont importants à reconnaître. Je me rappelle, moi, d'une personne qui avait vécu cette expérience-là quelque part, puis bon, il y avait tout un travail c'était la souffrance qui était encore présente dans la maison, dans l'appartement de son conjoint. Donc, elle a fait un travail là-dessus, mais ça avait permis à cette personne de rester dans l'espace. Elle avait fait ses adieux à l'énergie en question et elle avait vraiment fait un beau travail à ce niveau-là. Donc, elle n'avait pas eu besoin de quitter le lieu dans lequel elle était. Je pense à une autre personne qui elle venait me voir parce que son père venait de décéder, puis elle était très inquiète parce qu'elle avait l'impression que son père avait très peur de la mort, etc. Et puis quand on a commencé à faire le travail, moi je voyais son père très loin, en train de en lui faisant des signes au revoir, en lui disant quelque part qu'il était très bien, puis tout allait bien. Et là, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle me disait que le plus grand rêve de son père, c'était de partir en voilier pendant des semaines et des mois, etc. Donc, vous voyez que dans certains cas, quelque part, l'expérience de la mort peut être une expérience où on peut continuer à réaliser des rêves qu'on n'avait pas pu réaliser, ou en tout cas à finaliser notre vie d'une façon constructive et positive, évolutive, parce qu'on complète quelque chose qu'on n'avait pas terminé. Et dans d'autres cas, bien évidemment, il y a des autres consciences de personnes décédées qui vont plus être dans la souffrance, qui vont plus rester prisonnières de la souffrance. Alors, c'est souvent ces énergies-là, évidemment, qui ont plus besoin d'être aidées, parce qu'évidemment, comme elles sont prises dans la souffrance, bien, quelque part, elles sont figées, sont comme
perturbé dans une expérience qui ne peut pas évoluer. Donc, c'est là que souvent que les guides peuvent intervenir pour aider ces états de conscience mémorielle à quitter le champ du vivant, finalement. Donc, vous voyez, donc ça va être dans le troisième atelier qu'on va expérimenter ça. Donc, le premier atelier, c'est vraiment l'aspect, donc, ouvrir à la sagesse intuitive que les guides peuvent nous proposer à travers donc, tout un protocole pour arriver à le faire. Dans le deuxième atelier, on va plus travailler sur l'exorcisme. En tout cas, c'est cette vision-là, la notion de la mémoire, quelque part, qui peut nous empêcher donc de progresser, d'évoluer à plusieurs niveaux. Ça peut toucher notre histoire personnelle, notre histoire familiale, le monde d'autres vies. Donc, on va explorer tout ça. Et dans le troisième, ça va être plutôt le monde de la mort qui va être donc exploré et toute cette notion de la loi d'attraction aussi, qui peut être intéressante également aussi à utiliser pour installer dans notre vie quotidienne une pratique de la médiumnité qui peuvent nous guider tout au long de notre vie également. Voilà. Merci pour ces détails de ces riches contenus. Donc, je vais préciser les dates. Donc, ces 3 ateliers que vous pouvez vivre en direct ou en replay, bien sûr, comme tous les ateliers de l'Académie Nouvelle Vie. 3 ateliers auront lieu les mardis 17 mai, les mardis 24 mai pour le deuxième et le mardi 31 mai pour le troisième, les 3 à 20h. Donc, le premier atelier, c'est la pratique de la médiumnité. Le deuxième, c'est le voyage dans l'univers mémoriel et la déprogrammation. Et le troisième, les soins énergétiques afin de consolider le changement. Ces trois ateliers donc, vous sont accessibles en version streaming non téléchargeable pour 97 € et en version streaming téléchargeable pour 137 €. Et donc, pour vous inscrire, je vous ai mis l'offre dans le chat. Je vais vous remettre le lien. Vous avez juste à cliquer sur le bouton « Je profite de l'offre » et un nouvel onglet, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir sur la page où vous aurez tous les détails de ces offres. Et pour les personnes qui regardent en replay, que vous aurez d'ici 24 à 48 heures, l'offre est dans le descriptif en dessous de la vidéo. Pour les personnes qui regardent sur la chaîne YouTube, l'offre est visible en cliquant sur le lien dans le descriptif sous la vidéo. Voilà pour ces compléments d'information. On va reprendre des questions aussi s'il y en a dans le chat. Florence qui dit: est-ce que les ateliers me permettront de me dégager seule des entités négatives qui sont soit en moi ou à côté, qui m'épuisent et je dois toujours faire appel à un guérisseur? Ben, tu vois, pour être bien clair là-dessus, la première chose finalement que tu vas apprendre, c'est de ne pas poser un regard. Parce que là, tu fais ce que moi j'appelle un diagnostic, c'est-à-dire que tu dis tu as des énergies négatives qui sont en toi. Pourquoi elles sont négatives? Parce qu'elles te rendent fatigue, elles te créent de la fatigue, etc. Ça, j'ai bien compris. Mais pourquoi elles te créent de la fatigue? Et peut-être qu'elles ne sont peut-être pas négatives, ces énergies-là. Elles te créent de la fatigue, mais pour quelle raison? Donc, je veux juste faire comprendre, évidemment, que la première chose que moi j'enseigne, finalement, et c'est là que le premier atelier va être intéressant, c'est d'apprendre justement à poser un regard d'objectivité. Objectivité, finalement, ça peut paraître bizarre parce que l'intuition, est-ce que c'est vraiment objectif? Mais évidemment, à travers le processus intuitif, c'est ça qu'on vise. On vise à un moment donné un regard d'objectivité. On ne veut pas dire c'est négatif. Non, on ne sait pas. On va prendre le temps de regarder ce qui est là et on va prendre le temps de discuter avec ce qui est là. Parce que peut-être que tu vas découvrir finalement que les énergies qui t'animent sont des énergies quelque part qui veulent te dire, moi je veux quelque part que tu ailles à gauche. Puis que toi tu dis, non, non, moi je ne veux pas aller à gauche, je veux aller à droite. Alors tu vois, ça c'est fatigant ça, quand on est dans un conflit comme ça. Alors c'est là quelque part qu'on comprend évidemment que la première chose qu'on doit chercher à faire, c'est de se réaligner. Et se réaligner, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement reconnaître qu'à l'intérieur de moi, il y a des énergies qui sont des messagers finalement, et que moi, je dois apprendre à entendre les messagers, et qu'en les entendant, ben, je vais pouvoir m'ajuster à leur message pour apprendre, donc, effectivement, à renouer contact avec une forme de verticalité. La verticalité, c'est la position d'alignement. Et la position d'alignement où je reconnais quelque part que j'accueille en moi la circulation de l'énergie qui circule dans mon propre corps d'une façon, un terme en quantique qu'on appelle la négantropie. La négantropie, c'est la non-usure. La circulation énergétique circule en moi d'une façon fluide et harmonieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que j'augmente mon potentiel de santé de cette façon-là et j'arrive à me sentir de plus en plus en paix. Donc oui, donc dans le premier atelier, c'est ça qu'on va plutôt chercher à faire. Dans le deuxième, bien évidemment, c'est là qu'on va commencer à aborder la notion de déprogrammation qui est très importante. C'est-à-dire que moi, je pourrais dire, j'ai une énergie négative en moi, par exemple, OK? Et ça pourrait s'arrêter là. Ça ne changera rien. Hein? Alors, première chose, je questionne cette énergie négative, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle me veut, pourquoi elle me fait tant de souffrir, etc. Toi. Donc, on apprend à découvrir. Et dans le deuxième atelier, la déprogrammation, c'est qu'est-ce que je peux te donner dans l'immédiat.
C'est-à-dire qu'on reconnaît quelque part que dans l'instant présent, on peut changer un état. C'est-à-dire, beaucoup de gens vont dire, ben non, j'ai vécu ça à l'âge de 5 ans, c'est pas possible de changer mon état à l'âge de 5 ans. Ben oui, tu peux. Parce que ta relation que tu as avec l'expérience de l'âge de 5 ans, elle est dans ton présent. Elle n'est pas quand tu avais 5 ans. Donc, on doit renouer contact avec la position de témoin. Et cette position de témoin, c'est ça qui va nous permettre justement de changer notre relation avec l'énergie. Et le guide, bien évidemment, va contribuer aussi à nous aider dans cette transformation-là parce que le guide va interagir avec la mémoire en question pour faire émerger justement ce que moi j'appelle les ressources, hein, parce que quand on déprogramme, qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'énergie qui nous apparaissait souffrante peut effectivement évoluer et se transformer, puis devenir de plus en plus équilibrée. Et cet équilibre-là, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne finalement que la souffrance que moi je percevais de l'âge de 5 ans, mais quand je la transforme, quand je l'équilibre, ben, je me rends compte effectivement que c'est une énergie justement qui a envie que je m'exprime de telle façon, qui a envie que je sois différent dans tel type de comportement, etc. Donc j'apprends justement à accueillir en moi un nouvel élan finalement. Et cet élan-là, quelque part, c'est comme de l'énergie qui me pousse en quelque sorte, qui m'invite à une transformation. Et c'est certain que tout le travail du guide, bien évidemment, contribue à m'aider à intégrer tout ça. Donc ça, c'est un élément très important. Puis dans le troisième aspect, l'aspect de la circulation énergétique, dans lequel on va toucher l'aspect du passeur d'âme, mais on va également toucher la notion de la circulation énergétique, qui finalement consiste justement à rétablir le flot énergétique dans mon corps. Et les guides, bien évidemment, il y a des guides médecins qu'on peut utiliser, bien sûr, qui peuvent évaluer donc au niveau de la santé de nos organes, de notre physiologie, mais également de notre qualité d'antenne, afin que l'énergie circule de plus en plus librement et de plus en plus fortement. Donc, tu vois, puis quand on dit « je vais voir un guérisseur », puis ça revient tout le temps, moi, je sais que je fais beaucoup de soins énergétiques, et quand ça revient tout le temps, c'est parce qu'on vous dit qu'on n'a pas compris. Notre corps n'a pas compris. C'est-à-dire on a besoin de quelqu'un d'extérieur qui va nous booster, c'est-à-dire qui va nous envoyer de la lumière, et cette lumière-là, ben, quelque part, on va la recevoir, puis elle va nous aider pendant un certain temps. Puis à un moment donné, cette lumière-là, ben, quelque part, comme on ne l'accompagne pas nous-mêmes, comme on ne fait pas un travail d'accompagnement pour contribuer à ce que cette lumière-là puisse se perpétuer en soi, bien évidemment, l'état va chuter, on va devoir revenir voir le guérisseur en question par la suite. Donc, moi, je te dirais que oui, je pense que si cette démarche-là que je viens de te nommer te parle, ben c'est certain, quelque part, que ça va t'aider justement à pouvoir te rendre plus autonome. Parce que les 3 ateliers, c'est quand même, bon, on peut apprendre à le pratiquer sur un partenaire, mais c'est sûr que les 3 ateliers vont être plus orientés sur la pratique vers soi. Pourquoi? Ben parce que la pratique vers soi est d'une part la plus difficile. Pourquoi? Mais parce que c'est pas intéressant. Je dis ça comme ça parce que je le sais qu'en intuition, les gens, quand ils font un travail sur les autres, sont fascinés parce que les gens disent « Ah, t'as vu ça, comment t'as fait? » Hey, on est tous, les gens sont très fascinés. Mais quand on fait un travail sur soi, ben, je le savais déjà. Hein, on va enlever la crédibilité, on va enlever de la valeur parce que justement, on a l'impression de se connaître. Et c'est là, finalement, que le défi d'intuition devient très intéressant, avec la médiumnité plus particulièrement. C'est que le guide nous amène dans des situations, dans des espaces, dans des lieux de notre intérieur que l'on ne connaît pas. Dû au fait qu'on collabore avec un guide, c'est souvent, hey, ça peut nous aider à ce niveau-là. Et ça peut être très intéressant pour nous sortir du connu, justement. Et ça, je pense que c'est un thème qui est très important dans la démarche intuitive. Voilà. Merci pour la question, merci pour la réponse. Donc, on vous reprécise effectivement donc ces 3 ateliers dont vous avez le lien dans le chat. 3 ateliers qui auront lieu les mardis 17 mai, les 24 mai et 31 mai, avec un riche contenu très diversifié et à la fois très complémentaire, donc à vivre avec Sylvain. Donc, une invitation à aller à la rencontre vraiment de soi par le guide. Est-ce que tu veux compléter en fait ta présentation et ton webinaire par un point particulier, ce que tu veux souligner? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, voyez, donc pour faire peut-être une conclusion par rapport à ce qui va être proposé dans cet enseignement-là, c'est-à-dire que vous l'avez compris que toute la démarche du travail avec les guides, en quelque part, va consister justement à reconnaître que moi, en tant qu'être humain, j'ai le pouvoir créateur de pouvoir me syntoniser avec une énergie. Et cette énergie-là, évidemment, je pourrais choisir, par exemple, quand on a de la pratique, de dire, mais tiens, je vais travailler avec Jésus aujourd'hui. Ah, mais tiens, aujourd'hui, je travaille avec Napoléon Bonaparte. C'est un peu tiré par les cheveux. Hein? Je ne suis pas sûr que j'irai voir Napoléon Bonaparte pour faire un soin, mais bon, pour montrer un peu l'exemple que j'ai l'histoire de l'humanité derrière moi.
Et mon potentiel futur aussi. Je pourrais travailler avec un extraterrestre. Je pourrais travailler avec des énergies très, très évoluées dans l'univers très, très subtil. Vous voyez, c'est-à-dire que par le pouvoir d'intention, j'ai un pouvoir créateur. Ce pouvoir créateur-là va faire que je vais me mettre en résonance avec une énergie qui va se présenter à moi. Et cette énergie-là, la première chose que je vais chercher à faire, c'est quel est ton message? Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai fait venir un guide. Ce guide-là, je voulais quelque part qu'il ait un niveau de conscience le plus évolué possible. Et je vais prendre le temps, quelque part, d'interagir avec lui pour communiquer et pour, effectivement, évaluer quelque part quel est son message, quelle est la valeur informationnelle qu'elle souhaite me donner. Et s'il y a une valeur informationnelle intéressante, bien évidemment, je vais pouvoir ensuite l'inviter à pouvoir faire le soin donc, de déprogrammation, donc d'intervenir dans la transformation du thème sur lequel il fait un soin sur moi pour justement amener une transformation qui va me mettre en contact avec donc, des potentiels évolutifs que je n'avais peut-être pas entrevus et qui vont me donner l'opportunité, justement, ce guide-là va m'inviter par la suite à me réunifier à moi-même. Et dans cette réunification-là, le guide va terminer avec un soin énergétique. Donc, vous voyez, c'est ça un peu le concept qui est fait dans, quel que soit le travail que l'on fait dans le monde mémoriel, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur l'enfance, on peut travailler quand on était dans le ventre de notre mère, on peut travailler sur toutes les mémoires familiales qu'on peut avoir dans l'histoire ancestrale, on peut travailler sur toutes les mémoires d'autres vies qu'on peut imaginer, mais évidemment, nous, au départ, on peut se synthétiser avec un guide et on peut même, à la limite, comme je disais tantôt, choisir le guide en question, mais l'important, c'est évidemment la qualité de l'information qui va être déterminante et qui va nous permettre justement de pouvoir découvrir quelque part, grâce à ces guides-là, l'opportunité de jouer dans un univers immensément vaste, hein, puisque l'information qui anime la conscience humaine, elle est très, très vaste. Et dans ce jeu-là, quand on commence à comprendre le jeu, bien, on peut vraiment faire venir à nous très facilement des énergies de guides qui vont pouvoir donc interagir sur nous-mêmes, que ce soit sur notre corps physique. Par exemple, un guide pourrait se manifester sur moi, dire, tiens, un guide est là, puis il me fait un soin sur moi, sur mon corps physique. Hein, donc, ça peut être travaillé à ce niveau-là. Il peut travailler sur la dimension plus énergétique, donc mon champ énergétique, mon aura. Il peut également travailler donc sur des mémoires émotionnelles qui sont dans mon champ énergétique, hein, comme l'enfant de 8 ans qui se sent abandonné, mais le guide pourrait intervenir dessus. Je pourrais donc avoir une mémoire familiale, hein, de mon arrière-arrière-grand-père, de mon propre champ énergétique, parce que je suis en résonance avec lui, et encore là, un guide pourrait faire un travail sur lui. Mémoire d'autres vies, même chose. Donc, vous voyez, c'est ça un peu toute l'idée du voyage. Et le guide, ben, quelque part, devient une interface qui, lui, va m'amener effectivement à entreprendre un processus d'évolution et d'ouverture et d'élargissement de ma conscience pour quitter, justement, en quelque sorte, le monde du passé, en fin de compte, hein, le monde qui m'empêche, moi, d'être en harmonie et dans un niveau d'équilibre, pour commencer tout doucement à épurer tout ce qui m'empêche d'être heureux pour renouer contact avec une position de verticalité. C'est un peu ça le programme, finalement, de l'enseignement qui est proposé. Merci pour ce complément d'information et pour ton riche webinaire. Je pense qu'il a intéressé toutes les personnes présentes et celles qui regarderont le replay. Donc, rendez-vous avec plaisir pour ces 3 ateliers à vivre très prochainement et dont le premier commence dès le mardi 17 mai, mais que vous pouvez voir exactement de la même façon en replay si vous n'êtes pas disponible à ces dates. Voilà, tu as merci de Florence. Et puis, on vous souhaite une belle soirée à tous et on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup, Sylvain, de ton partage. Merci à vous d'avoir été présent, puis à très vite. Au revoir. Au revoir.